Depuis sa création, la ville de Port-Louis a été remplie d'effervescence et d'excitation. De nombreuses personnes sont passées par cette ville et l'ont marquée de leur empreinte. Jean-Clément Cangy est l'une de ces personnes. Il a passé son enfance à courir dans les rues de Port-Louis, ce qu'il raconte dans son livre intitulé « Des vies et des jours, le Port-Louis d'autrefois ». Au fait, dans le temps d'autrefois, du Port-Louis d'autrefois, c'était un point central qui fait parce qu'il y a l'église, et puis c'est la cure, et puis ça la rue là, c'était la rue Berbantelby, c'est le croisement avec la rue Saint-Georges. Donc c'était un point central dans la vie Bendimoun, qui fait parce que c'est là que je passais tous les jours. Et je me rappelle ben dernier à Calèche, parce que aussi d'arriver dans le Castor, il y a des fois je t'arrête ici côté l'église Immaculée Conception, avant qu'ils se prolongent, j'étais à Chanmos. Et qui fait mon frère vient ici, puisque sa mère Barthélemy, quand même, c'était une personnalité à l'époque. Et il fonde une école et aussi un hospice pour ben vieux. Ben la messe à l'époque, et parfois tu peux tenir 4 heures du matin. Qui fait 4 heures du matin, moi enfant, je allais à la messe 4 heures du matin là. Parce qu'à l'époque, c'était la messe qui était réservée aux esclaves et aux descendants d'esclaves. Et par la suite, la famille pauvre, nous tenaient au fond de l'église. Et donc, toutes les familles catholiques de Port-Louis se rendez-vous aux différentes messes qui tiennent lieu à l'église Immaculée Conception. Et donc, à cette époque-là, comme on dit, dans mon enfance, je me rappelle, et la plupart des familles du Ward 4 ou de Port-Louis, les familles pauvres, se tenaient à l'arrière de l'église. Ici, dans ce croisement-là, à l'époque, c'était le départ des grands pèlerinages religieux. Par exemple, pèlerinage des malades, pèlerinage pour d'autres événements religieux. Et donc, ici, tout ce pèlerinage qui démarrait. Mais il faut vous dire aussi que la Marie-Reine de la Paix, à l'époque-là, c'était aussi le lieu de rendez-vous des familles, surtout les week-ends. Parce qu'ils sont venus là pour relaxer un peu, pour humer un peu l'air frais, et aussi pour regarder le panorama, parce qu'il a un joli panorama de Port-Louis. Et ce qui fait que le Marie-Reine de la Paix, c'était un point central aussi avec ce lieu ici. Et à l'époque, ce lieu central là aussi, c'était le départ d'une mobilisation syndicale, sociale, et qui commence là, et puis ça termine dans Jardin de la Compagnie. Et voilà, donc c'était pour moi l'enfance et pour l'adolescence, pratiquement là. Par la suite, l'étant moi travaille comme journaliste le mauricien, et j'ai rencontré ici, là des grands timons, Emmanuel Juste, écrivain, et aussi Rival Skelet, qui était directeur du cabinet au Parlement. Et donc, c'est Rival Skelet qui fait moi faire connaissance le révérend Lebrun. Et vous trouvez le site du Mauricianal, le révérend Lebrun, qui fonde son premier l'école pour les esclaves, pour les enfants des esclaves. Et c'est l'école-là, et qui la bienvenue à cette époque, nous sommes capables de dire que Jean Lebrun, le fondateur de l'école gratuite à Maurice. Ce qui est important aussi pour noter, c'est que au-delà donc de cette rencontre religieuse, une rencontre familiale, peu à peu, la rue Saint-Georges est transformée, devient aussi un centre des affaires, puisque vous avez l'ambassade de France qui est là, et vous avez le Mauricien qui est là, le Journal Express qui est à côté, vous avez Immédiat qui est là, et qui est l'agence de publicité. Donc vous avez le bâtiment Victoria qui est là-bas. Donc la rue Saint-Georges, au fil des années, est transformée. Alors qu'à l'époque, c'était un lieu où une famille pouvait résider. Et donc, dans la rue Saint-Georges aussi, cette particularité, il y a pas mal de maisons coloniales, de maisons créoles. Vous connaissez l'enfance à l'époque là,
et d'ici une enfance assez difficile, vu les conditions difficiles économiques dans lesquelles nous pouvons vivre à l'époque-là. C'était une époque qui marquait aussi par comment ça s'appelle, le chômage. Hein, donc, le travail était assez rare et les rares chantiers de construction, par exemple, mon papa qui travaille, mon maman qui est une femme au foyer, l'amour des parents et vous connaissez, moi, l'amour de la lecture, l'amour des livres et l'école, fil sauve moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai besoin donc rendre un hommage aux parents et aussi à tous à peine des gens qui m'ont fait croiser par la suite dans la vie. Le père Henri Souchon, le père Philippe Fanchette, Amédée Nagapel, qui était un historien formidable et qui écrit un livre magistral qui s'appelle Le maraudage à l'île de France. Donc, tout ça, même dit là, il fait ce qui est venu aujourd'hui. Et l'amour de la lecture, c'est ça qui l'amène moi à faire, dans un premier temps, pendant 6 ans, le métier d'instituteur à l'école primaire. Et puis, de faire 35 ans comme journaliste au Mauricien. Et là, et c'était presque naturel qu'il ait pour mon retraite au Mauricien. Je commence à écrire certaines choses qui intéressent moi. Et c'est ainsi que j'ai commencé par Ruelle de Bonne-Espérance, fini par la suite le Macarmot du Monde. Et le Sega des origines à nos jours. Donc, on écrit plusieurs livres. Et donc, ce dernier livre relate mon petit peu expliqué tout à l'heure, mes années d'enfance et d'adolescence. Et qui était quand même une époque, pour moi, une époque formidable parce que c'est là qu'il me pensait aussi dans l'insécurité, c'est là qu'il vous crée. À l'époque-là, mon enfance et mon adolescence, était aussi formatrice dans ma vie. Mais aussi par la suite, avec les diverses rencontres à travers aussi les livres, ça a aussi aidé dans ma formation. Ce livre, divisé en 2 parties, rend aussi hommage à quelques artistes de bambou, un moyen pour Jean-Clément Cangy d'honorer le village dans lequel l'auteur a passé sa vie d'adulte et où il habite toujours. Je passe les 25 premières années de ma vie à Port-Louis, à la rue d'Entrecasteaux là-bas, dans une petite ruelle latérale à la rue d'Entrecasteaux. Et après, ça 25 ans dans le Roi de 4 à Port-Louis, au final, reste bambou. Et ça fait depuis 1982, donc ça fait 40 ans qu'ils m'habitent Bambou. Et c'est comme là qu'ils m'ont découvert un village tout à fait attachant, avec une forte conscience ouvrière, et parce qu'ils m'ont dit là, je travaillais dans la propriété sucrière de Médine. Et de là, donc, j'ai découvert aussi, au fil des rencontres avec Bendimoun, j'ai découvert ben sculpteur. Vous connaissez dans Bambou, il y a au moins plus qu'une dizaine de sculpteurs. Et mon envie, à travers ce livre-là, j'ai besoin de rendre un hommage. Et en même temps, j'ai envie de mettre en lumière et en valeur ces sculpteurs-là. Donc, mon final arrête-moi à 3 vies de sculpteurs. Donc, en premier lieu, Michel Autantot, qui lit sculpter la roche, la pierre. Et on connaît Niem qui fait la stèle centrale qui se trouve au monument des esclaves au monde. Donc, ça, c'est pour Michel Autantot. Et puis, mon arrêtement aussi à Lewis Dick, qui fonde l'école de sculpture à Bambou pour ben enfants et qui, lui, travaille le bois. Et enfin, mon arrêtement aussi est qu'un jeune, Christopher Collin, qui, lui, travaille tout ben matériaux de récupération, ben vieilles affaires qu'il a gagné comme mécanicien, et il fait ben œuvre d'art. Donc c'est pourquoi c'était tout naturellement, après ça 25 ans à Port-Louis, que je me raconte mes souvenirs d'enfance et tout ça même du monde qui m'a fait une croisée ici dans le Roi de 4 à Port-Louis, c'est tout naturellement que ça venu me dire Bobizin, mettre en lumière et en valeur le village de Bambou
et aussi ses sculpteurs. À l'église Immaculée Conception, dont le toit s'était effondré sous les coups de boutoir du cyclone Jenny en 1962, 2 ans après le cyclone Carole de triste mémoire, officier l'abbé Raoul Trublet, connu pour sa bonhomie. Il ne manquait jamais de se tenir sur le parvis de l'église pour saluer les fidèles qui en profitaient pour faire bénir chapelets, images et médailles pieuses. Pour se rendre à la messe le dimanche, les fidèles se mettaient généralement sur le 31. La messe terminée, on se hâtait de rentrer à la maison pour goûter au café coulé dans une vieille chaussette. Était-ce le café de Chamarel ou le café pointu de Bourbon? Les enfants y avaient exceptionnellement droit, mais une gorgée sucrée au fond de leur gobelet en émail, dans lequel ils trempaient un morceau de pain de la veille. Est-ce qu'il y a une partie du livre en particulier qui vous tient le plus à cœur? C'est-à-dire, les deux parties pour moi, sont importantes. Et c'est dans la première partie, il y a un prolongement. Et mon premier livre qui m'a décrit Ruelle de Bonne-Espérance. Et j'ai envie donc de revenir sur l'été de mon enfance et mon adolescence pour raconter certaines choses qui ne m'ont pas fini de dire dans sa premier livre. Là. Et comme Moti Bédiaou, c'était une époque, quand même une époque formidable, qui c'est pas une privation, qui c'est pas une vie difficile, mais une vie difficile quand même, qui fait une formatrice dans la vie. Et mon corps, c'est qu'il fait qui montre toujours donc qu'on a nécessité de toujours avancer. Et pour moi, ce qui finit de moi aussi, dans cette première partie du livre, c'est la lecture, tout ce qu'il est capable de faire auparavant. Et comme Moti Bédiaou, la lecture, c'est un trésor parce qu'il permet de nous échapper au quotidien, à nos vécus, et de voyager. Voyager dans le temps et dans l'espace. Et donc, cette enfance-là et cette adolescence-là, est important parce qu'il est formatrice dans ma vie. Et cette deuxième partie-là aussi, il tenait moi à cœur parce que ça fait 40 ans maintenant qu'il m'habite Bambou et qu'il m'a motivé Yahoo, j'ai envie de rendre hommage à ce village-là. Et c'est un village très attachant et que tu as une cressonnière, ou un réservoir à la ferme. Mais au-delà de ça, on a même du monde qui est très attachant aussi. Et c'est pourquoi, comme on dit, à travers donc, ces 40 ans-là, je finis peut-être dans ce livre-là, qui peut-être c'est le dernier que je peux écrire, parce que je pas senti moi esprit de faire un autre livre encore. Et j'ai envie donc rendre un hommage dans sa première partie du livre-là à cette enfance et cette adolescence-là. Et aussi dans cette deuxième partie-là, donc Mamadou met en lumière et en valeur le village de Bambou et son bel sculpteur. Davina Itou est une romancière connue pour sa remarquable contribution à la littérature mauricienne. Lauréate de plusieurs prix de littérature depuis ses débuts, elle va nous raconter son parcours dans ce milieu. Nous allons aussi vous faire découvrir son tout dernier roman, Lorsque les cerfs-volants se mettront à crier, une histoire passionnante, très acclamée par les critiques. Son premier roman, La proscrite et autres nouvelles, a remporté en 2015 le prix Jean Franchette. Son autre livre Misère, très acclamé, a remporté en 2019 le prix Indien Océanie. J'ai été la première surprise à voir que Misère figurait parmi quand même des listes de prix qui sont très prestigieuses, surtout en Afrique et tout, donc le prix Orange, le prix Métis. Et grande fut ma stupéfaction en voyant Misère sur ces listes-là.
Et c'est là en fait que je me suis dit en fait que peut-être que ce que les lecteurs et les critiques ont aimé, c'est la diversité peut-être des thématiques qui peuvent s'y trouver. Et on m'a beaucoup dit que j'ose aborder les choses en face avec une certaine audace, avec un certain culot. Et je pense que c'est ça aussi la littérature, donc aller au creux des choses et tenter de sonder toutes les profondeurs et saisir les nuances, même si elles peuvent paraître subtiles. Et je pense que Misère offre une vision peut-être de l'île Maurice qui est très loin en fait de ce que les gens ont comme image de notre île. Donc j'aborde aussi par exemple la notion de l'homosexualité, des aspects religieux, de ce rapport en fait avec Dieu qui sur notre île est très problématique. Moi je dis toujours, je vois plein de lieux de culte, mais ça m'angoisse un peu de voir tant de lieux de culte. Et donc je pense que Misère aussi, c'est aller à la rencontre de nos origines en tant que Mauriciens et peut-être en tant qu'Indienne aussi, c'est-à-dire d'avoir des descendants en fait, qui étaient des coulis. Et Misère, c'est aussi rendre hommage à ce village qui est Rivière des Anguilles, où devient ma maman. Je pense que c'est une traversée vers l'enfance qui est importante pour pouvoir comprendre d'où l'on vient. Justement, vos écrits abordent des thèmes très forts. Qu'est-ce qui inspire ce style littéraire? J'ai toujours en fait aimé, je pense, sonder les profondeurs. En fait, je pense que derrière l'apparence des choses se cachent mille vérités, donc et qu'on doit aller au-delà d'un certain palier pour pouvoir en fait comprendre l'essence des choses. À l'état où on est, on regarde, on écoute, mais voit-on vraiment? C'est la vraie nature du monde et de nos comportements humains. Peut-on sonder vraiment le cœur humain? Donc je pense que j'ai tenté peut-être de retranscrire en fait tout ce mystère qui concerne en fait à la fois le cœur humain et la création qui nous entoure et nos questions les plus troublantes existentielles. Je pense que tout le monde n'a pas le courage en fait peut-être de se regarder en face et de se dire voilà, bon ben qu'est-ce que je fais ici? Qui suis-je? Le fameux qui suis-je des philosophes. Et peut-être qu'à travers l'écriture, c'est ça que j'essaye, de faire le tour de moi-même et le tour du monde que je connais. Donc voilà ma démarche. Votre plus récent roman, Lorsque les cerfs-volants se mettront à crier, raconte une histoire très puissante. Est-ce que vous pouvez nous la résumer pour les personnes qui vous regardent en ce moment? Oui, alors lorsque les cerfs-volants se mettront à crier, en fait, c'est l'histoire de trois femmes, donc d'une même lignée, c'est-à-dire à la fois l'histoire de la grand-mère dans une île Maurice d'avant l'indépendance, donc la maman qui est aux prises avec les soubresauts de l'histoire, c'est-à-dire notre pays en pleine indépendance, avec ses luttes intestines, la bagarre raciale et tout. Et ensuite, on a la fille qui va évoluer dans une île Maurice post-indépendance et qui va se confronter à d'autres problématiques de notre île. Donc j'essaie de voir en fait l'évolution à la fois historique, peut-être un peu politique et comment en fait nos mentalités, je me suis posé la question, est-ce que les Mauriciens par exemple, de quoi on a hérité? Est-ce que quel est l'apport d'une culture indienne, quel est l'apport d'une culture africaine et d'une culture également blanche entre guillemets, c'est-à-dire européenne? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui fait la mutation du Mauricien? Qui est le Mauricien? La riche histoire des femmes de l'île Maurice sont au cœur de ce roman. Comment s'est passée la recherche derrière l'écriture de ce livre? J'ai été me plonger un petit peu dans Passion politique de Jean-Claude de Lestrac pour comprendre un peu mon propre pays, parce que j'ai remarqué moi qu'il y a parfois un silence assourdissant en ce qui concerne le pré-indépendance, c'est-à-dire en ce qui concerne les bagarres raciales. On a l'impression que les gens en fait ont été tellement heurtés par ces réalités-là qu'on ne veut plus en parler, et que peut-être le traumatisme demeure et qu'on peut-être on ne veut pas heurter en fait les consciences et qu'on préfère se taire et avancer dans une nation qu'on dit multiculturelle, mais qui je pense demeure cloisonnée à plusieurs aspects, sous plusieurs aspects. Donc il y a à la fois cette documentation historique et ensuite il y a, je pense, un travail de la mémoire qui consiste à retracer toutes ces voix que j'ai entendues depuis l'enfance en fait, donc les voix des vieilles personnes dans ce village en fait, près de Rivière des Anguilles, j'y reviens, de Souillac, tout ça, et retracer les histoires, notre folklore en fait mauricien, et
dans tout ça, tenter de trouver du sens. Mais je pense que pour écrire un livre, toute la documentation, il faut une documentation préalable. Et ça, c'est un autre travail en fait de recherche et ça fait partie intégrale de cheminement en fait de l'œuvre. Lorsque les cerfs-volants se mettront à crier prend beaucoup d'ampleur parmi les lecteurs de l'île Maurice, mais pas que. Comment vous sentez-vous par rapport à cela? En fait, je viens de La Réunion il y a 2 semaines à peu près, donc je suis revenue et j'ai pu rencontrer en fait les lecteurs là-bas, donc au Salon du Livre Pays, et plus tôt dans l'année j'étais au Salon Athéna et ça m'a confrontée en fait à des lecteurs en fait qui sont totalement passionnés déjà de découvrir en fait ces facettes de l'île Maurice qu'on a déjà pu en fait retrouver peut-être chez Ananda Devi, chez Shinas Patel, mais on a toute notre manière de décrire cela. Et j'ai trouvé des lecteurs curieux, enthousiastes, qui sont vraiment en fait, qui me disent que le style en fait les emporte et qu'il y a à la fois une prose poétique et qu'ils découvrent en fait des mondes derrière des mondes et des mondes de l'île Maurice. Donc, et ça me rend heureuse parce que je me dis que même s'il y a parfois des aspects très sombres à notre île, eh ben, j'aime parce que je me dis, ok, je peux arriver à transmettre aussi ce que notre île comporte de beau. Et je ne sais pas si tout le monde le réalise, mais nous vivons sur une île magnifique et on a de la chance, on n'est pas en guerre civile, on est tranquille. Et moi, chaque jour, je me lève et je me dis, mais quel changé quand même d'être dans ce pays. Et je pense qu'à travers l'écriture, en fait, c'est une immense fierté quand vous remportez un prix en fait qui est plus international et quand vous entendez de l'île Maurice. Mon nom m'importe peu, tant pis. Mais quand vous entendez l'île Maurice, eh ben, je pense que c'est la plus grande des émotions. Moi, ça me vient jusqu'à la gorge et j'ai presque envie de pleurer à chaque fois. Vous qui êtes très habitué dans le cercle littéraire de l'île Maurice, comment voyez-vous l'avenir de la littérature mauricienne? Moi, je pense qu'on a un énorme potentiel. Mais je pense que ce que les jeunes peut-être manquent encore, c'est cette confiance en eux, cette volonté en fait de percer dans ce milieu-là. Parce que ce que j'ai pu remarquer, c'est un certain découragement, une certaine démotivation. Parfois, ils sont en perte de repère, le monde va vite pour eux. Voyez, donc, je pense qu'il faut... enfin, moi, j'ai la chance d'enseigner la littérature, donc je peux repérer un petit peu ces jeunes qui ont du potentiel et qui veulent en fait écrire, mais qui n'osent pas. Et je pense que peut-être en tant qu'aînés, peut-être les gens qui sont dans ce cercle-là, eh ben, il faut les encourager et leur prodiguer des conseils dont ils ont besoin en fait. Donc moi je pense que la littérature mauricienne a un énorme potentiel parce que je côtoie des jeunes, j'ai regardé leurs écrits et même dans mes classes, donc je leur demande parfois de rédiger un bref récit et ce que je peux constater c'est que en fait ils ont besoin de ce regard externe et là ils ont la motivation pour continuer à écrire à partir d'un récit. C'est là moi je dis mais bon maintenant il faut faire un roman. Et puis on peut présenter au prix Jean Fourchette, on peut présenter à tous ces prix, donc pourquoi pas? Et c'est là qu'ils me disent, ah bon madame? Je dis, ben oui, pourquoi pas, on va essayer. Et pour les jeunes, moi je pense à Akil Gopi, donc, que j'admire beaucoup, je pense à Sharon Paul qui a remporté le prix India Océanie, qui est jeune aussi. Donc je pense que la littérature mauricienne, oui, elle est foisonnante et ça va de pair avec peut-être l'histoire, la marche en cours de ce pays. Donc on a beaucoup de choses à dire, je pense. C'est ici que prend fin cette édition de Mots et Écrits. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. À très bientôt.